La pluie tombait sans relâche, les gouttelettes glacées poignardant ma peau comme des aiguilles. Moi, Owen Moore, 34 ans, fraîchement au chômage, me tenais immobile devant la porte en bois poli de la maison de mes parents en Ohio. Le sac à dos usé sur mon épaule pesait lourdement avec quelques vêtements froissés et le peu d'affaires qu'il me restait après des semaines d'errance. Ma main serrait fermement la petite main froide de Mason, le garçon de 9 ans que j'avais adopté 2 ans plus tôt. Il était maigre et trempé jusqu'aux os, tremblant alors qu'il se serrait contre moi comme un oisillon perdu. Les yeux effrayés de Mason balayaient la maison inconnue, une demeure à 2 étages avec une clôture blanche et des parterres de fleurs soigneusement taillées, l'image parfaite du succès dont j'avais autrefois rêvé. Maintenant, cela ne faisait que me sentir plus petit et plus étranger que jamais. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser. Tout va bien se passer, Mason, ai-je murmuré, ma voix tremblant de froid et de peur. Le garçon ne dit rien, se contentant de serrer ma main plus fort, ses petits doigts glacés. Nous avions marché 3 heures sous l'averse pour arriver ici après que le dernier bus nous eût déposés à des kilomètres de là. Il n'y avait pas d'autre choix. J'avais perdu mon travail, ma femme, tout mon argent et notre maison. Mes parents étaient mon dernier espoir, même si je savais que revenir ici anéantirait le peu de fierté qu'il me restait. Mais pour Mason, je devais essayer. J'ai levé la main et j'ai frappé. Le son a résonné, avalé par le tambourinement de la pluie sur le toit du porche. Mon cœur battait la chamade comme dans l'attente d'un verdict. Après quelques secondes angoissantes, la porte s'est entr'ouverte. Mon père, Judas Moore, se tenait là, un homme grand et imposant aux cheveux d'argent, toujours impeccablement vêtu d'un costume malgré l'heure tardive. Un homme d'affaires prospère qui possédait une petite mais solide entreprise de construction. Il s'était toujours enorgueilli de sa résilience. Ses yeux ont d'abord enregistré le choc en me voyant, débraillé, trempé, les cheveux plaqués sur mon front. Puis son regard s'est déplacé vers Mason à côté de moi. La surprise s'est transformée en irritation. Puis en suspicion, comme si le garçon était un objet étranger qui n'avait pas sa place. « Owen, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici dans cet état ?» dit papa, sa voix profonde empreinte d'incrédulité. Il n'a pas ouvert la porte plus grand. Il se tenait là, bloquant le seuil comme un mur. Maman est apparue derrière lui, enveloppée dans un châle, son visage plissé par le froid et l'étonnement. Maria Moore, la femme forte qui maintenait toujours l'image parfaite de la famille pour les voisins et les parents, m'a regardé de haut en bas, puis a fixé son regard sur Mason. « Owen, pourquoi as-tu cette apparence ? Et qui est cet enfant ?» J'ai dégluti difficilement, forçant ma voix à rester calme. « Papa, maman, je suis désolé d'arriver si tard. Pouvons-nous entrer ? La pluie est forte et Mason est gelé. » Papa a hésité une seconde, puis s'est écarté à contre-cœur. « Entrez, mais essuyez vos pieds. Ne mettez pas de boue sur le sol. » Nous sommes entrés, l'eau dégoulinant de nos vêtements sur le parquet brillant. Le salon était chaud, la cheminée crépitait, une légère odeur de café flottait dans l'air, un contraste cruel avec la tempête à l'extérieur. Mason se serra encore plus contre moi, ses grands yeux observant la pièce spacieuse remplie de meubles élégants qu'il n'avait jamais vus auparavant. J'ai posé le sac à dos et j'ai pris une profonde inspiration, rassemblant les derniers lambeaux de ma dignité. « Papa, maman, je suis dans une très mauvaise situation en ce moment. J'ai été licencié il y a quelques mois. Le marché du travail est terrible. J'ai postulé partout, mais personne n'embauche. J'ai essayé tous les petits boulots que j'ai pu trouver, mais ce n'était toujours pas suffisant pour survivre. Ma voix s'est brisée. Il m'a fallu un moment pour continuer. Puis Amy, elle m'a trahi. Elle m'a trompé. Et quand je l'ai découvert, elle a pris toutes nos économies et tout ce que nous possédions. Il ne me restait plus qu'une chambre louée, mais maintenant le propriétaire m'a expulsé parce que je ne pouvais pas payer. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Les mots se sont déversés comme un torrent, ma voix tremblante. Je les ai regardés, espérant une trace de compassion. Mais papa est resté là, les bras croisés, le visage rouge de colère. Alors tu es revenu en rampant ici pour vivre à nos crochets. Owen, tu as 34 ans, tu n'es plus un gamin. Je t'ai appris à te débrouiller tout seul, au chômage, divorcé, fauché. C'est parce que tu es faible. Tu es un incapable, pas de carrière, même pas capable de maintenir une famille unie. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. J'ai baissé la tête en essayant de me défendre. Papa,
je ne suis pas ici pour profiter de vous. J'ai juste besoin d'un endroit où rester temporairement pendant que je cherche du travail. Je promets que je partirai dès que je pourrai subvenir à mes besoins à nouveau. Et Mason, c'est mon fils adoptif. Je l'ai recueilli il y a 2 ans quand il était sans abri. Il n'a personne d'autre. Papa s'est retourné en pointant Mason du doigt. Adopté? Es-tu fou? Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même et tu ramènes une autre bouche à nourrir. Je ne sais pas d'où vient ce gamin, mais je ne veux pas de lui ici. Ton échec est une tache sur cette famille. Que penseront les parents et les voisins? Le fils de Judas Moore qui rentre à la maison pour mendier. Mon cœur s'est serré. Mason se tenait derrière moi, agrippant ma manche, son petit corps tremblant. Pas seulement de froid, mais de peur. Ses yeux perplexes fixaient mon père, essayant de comprendre pourquoi l'adulte criait. Maman, la seule personne dont j'espérais qu'elle me défendrait, ne dit rien en ma faveur. Au lieu de cela, elle s'avança, la voix stridente de sarcasme. Owen, tu es jeune et en bonne santé. Pourquoi revenir pour être un fardeau pour 2 personnes âgées? Tu es un parasite inutile. Nous t'avons donné une éducation, des opportunités, et maintenant tu ramènes un enfant d'origine inconnue. Je ne lui permettrai pas de mettre un pied dans cette maison. Pars et occupe-toi de toi. Ces mots durs m'ont laissé sans voix. Je suis resté là, figé, la bouche ouverte, les larmes montant et se mêlant à l'eau de pluie encore sur mon visage. Mason serra ma main plus fort. Ses sanglots silencieux résonnaient dans le salon silencieux. Owen, partons, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Papa ne nous a donné aucune autre chance. Il s'est avancé et m'a poussé vers la porte. Sors de ma maison. Ne reviens jamais. Maman a juste regardé, sans dire un mot pour l'arrêter. J'ai baissé la tête, j'ai pris la main de Mason et je me suis détourné. Le sac à dos semblait soudain insupportablement lourd, comme s'il portait tout le poids de notre destin. La porte a claqué derrière nous, le verrou se fermant avec un clic définitif. Ma dernière étincelle d'espoir est morte avec ce son. Nous sommes retournés sous la pluie, l'averse toujours impitoyable, nous glaçant jusqu'aux os. Mason s'est blotti contre moi, pleurant doucement. Owen, j'ai si froid. Pourquoi ne nous ont-ils pas laissé rester? Je l'ai serré contre moi, essayant de le protéger de la pluie. La maison est trop petite, mon grand. Nous trouverons un autre endroit. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Cette nuit pluvieuse, j'ai tout perdu. Mon travail, ma femme, ma maison, et maintenant même ma propre chair et mon propre sang. Pourtant, à ce moment-là, je devais rester fort parce qu'une petite vie tenait ma main, me faisant confiance comme son seul point d'ancrage dans le monde. Nous avons erré le long de la route sombre et détrempée, les faibles lampadaires se reflétant sur les flaques d'eau entraînées scintillantes qui ressemblaient à des illusions. Chaque pas était lourd, comme si je traînais un rocher derrière moi. Mason se serrait contre moi, sa respiration faible et laborieuse, pourtant il ne se plaignait pas. Il serrait seulement ma main plus fort, comme si la lâcher signifiait me perdre à jamais. Dans mon esprit, les souvenirs ont déferlé comme une inondation, me ramenant 2 ans en arrière, à une époque où ma vie était encore relativement calme avant que tout ne vole en éclats. À l'époque, j'étais un électricien industriel qualifié. Je travaillais dans une petite usine à la périphérie de la ville, réparant les systèmes électriques et entretenant les machines. Pas glamour, mais assez stable pour couvrir le loyer et les dépenses mensuelles. Je vivais dans un modeste 2 pièces en location avec ma femme amie, une vendeuse d'assurance vive et séduisante. Nous étions mariés depuis 3 ans. La vie n'était pas opulente, mais elle était paisible. Le matin, je préparais le café. Ami m'embrassait avant de partir au travail. Le soir, nous dînions ensemble, regardions des films ou parlions de vagues projets d'avenir. Acheter notre propre maison, prendre des vacances. Je pensais que c'était le bonheur. Même si Ami se plaignait parfois que mon revenu n'était pas suffisant pour que nous vivions plus confortablement. Pourtant, je l'aimais et je croyais que les choses s'amélioreraient. Une nuit, il y a environ 2 ans, tout a changé. Je suis rentré tard après des heures supplémentaires, épuisé, sentant l'huile de machine. Il pleuvait légèrement, un peu comme ce soir, mais loin d'être aussi froid. En ouvrant le portail, j'ai failli trébucher sur quelque chose de mou qui gisait juste devant la porte. Je me suis penché, le cœur battant. C'était un garçon, mince et inconscient, ses vêtements en lambeaux trempés.
Son visage était pâle, ses lèvres violettes de froid et de faim. Paniqué, j'ai vérifié son pouls. Dieu merci, il était encore en vie. Eh, gamin, réveille-toi. Je l'ai secoué doucement, mais il n'a pas réagi. Sans réfléchir, je l'ai soulevé, je l'ai porté à l'intérieur, je l'ai allongé sur le canapé, je l'ai enveloppé dans une couverture chaude et j'ai appelé Ami depuis la chambre. Ami, viens vite. Il y a un garçon effondré à notre porte. Ma voix tremblait d'inquiétude. Ami est sorti en courant, les yeux écarquillés. Mon Dieu, Owen. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Ensemble, nous nous sommes occupés de lui. Je l'ai nettoyé, je l'ai habillé avec mes vêtements secs et trop grands pendant qu'Ami réchauffait du lait. Il a fallu une demi-heure pour que le garçon s'agite, ses yeux s'ouvrant avec terreur alors qu'il regardait autour de lui. Où suis-je? Sa voix était faible et tremblante. J'ai souri pour le rassurer. Tu es en sécurité chez moi, mon grand. Comment t'appelles-tu? Comment as-tu atterri à notre porte? Il a hésité, puis a murmuré, je m'appelle Mason. J'avais si faim que je me suis évanoui. Nous lui avons donné de la soupe au poulet et du lait. Mason nous a raconté par bribes qu'il errait depuis des jours, sans abri, survivant de ce qu'il pouvait mendier. Mon cœur s'est brisé pour un enfant de 7 ans qui avait déjà tant souffert. Amy était plus anxieuse. Owen, ne devrions-nous pas appeler la police? C'est peut-être un fugueur. Il était tard, alors j'ai décidé de le laisser se reposer d'abord. Le lendemain matin, il était plus fort, mais toujours silencieux sur sa famille. Nous l'avons gardé quelques jours. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements, je l'ai bien nourri. Progressivement, il s'est ouvert, a même ri quand je racontais des blagues idiotes. Quelques jours plus tard, quand il a semblé complètement rétabli, Mason a laissé un mot griffonné sur la table. Je dois partir. Je l'ai lu avec le cœur lourd et j'ai couru dehors pour le chercher, mais il était parti. Amy a soupiré de soulagement. Laisse-le partir. Nous ne sommes pas responsables de lui de toute façon. Mais je ne pouvais pas être tranquille. Je m'inquiétais pour un enfant seul dans des rues dangereuses. Puis une semaine plus tard, il est revenu, debout à la porte, plus maigre, affamé, les vêtements sales. Owen, s'il te plaît, aide-moi. Il a éclaté en sanglots et m'a sauté au cou. Mon cœur a fondu. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai fait entrer et j'ai décidé qu'il ne partirait plus jamais. Je l'ai assis sur le canapé et je lui ai demandé doucement, pourquoi vis-tu dans la rue, Mason? Où sont tes parents? Te souviens-tu de ton adresse? Il a baissé la tête, la voix tremblante en répondant. Je me suis perdu il y a longtemps, monsieur. Je ne me souviens pas vraiment. Il a fait une pause, les yeux pleins de larmes. Je l'ai encouragé doucement. C'est bon, mon fils. Dis-moi. Il a pris une profonde inspiration. Je vivais dans une très grande maison. Mon père portait toujours des costumes. Puis un jour, je me suis réveillé sous un pont, sans personne autour. Après ça, j'ai juste erré. Son histoire m'a glacé. J'imaginais un enfant se réveillant seul dans un endroit étrange, terrifié. Te souviens-tu des noms de tes parents? De quoi que ce soit. Il a secoué la tête. Je me souviens seulement que papa s'appelait Clayton. Je crois. Le lendemain, je l'ai emmené au service de l'enfance. J'ai tout signalé. Ils ont vérifié les dossiers, interrogé Mason, mais ils n'avaient aucun document ni de détails clairs. Aucun rapport d'enfant disparu correspondant n'a été trouvé. Ils m'ont autorisé à le garder temporairement en tant que son tuteur de facto. Vous pouvez vous occuper de lui pour le moment, mais vous devrez faire des rapports réguliers, a dit l'agent. J'ai hoché la tête, soulagé mais anxieux. Ce qui avait commencé comme de la pitié s'est transformé en un profond attachement. Mason a commencé à m'appeler oncle Owen, et je le traitais comme mon propre fils. Il vivait avec nous. Avoir Mason a rendu la vie plus difficile, mais infiniment plus chaleureuse. Pour la première fois, notre petite location résonnait du rire d'un enfant. Mason courant partout, me racontant l'école, me donnant des dessins. Je travaillais pour nous faire vivre et je m'occupais de lui moi-même. Me levant tôt pour préparer le petit déjeuner, l'emmenant à l'école sur mon vieux vélo, cuisinant le dîner, le bordant la nuit. Oncle Owen, j'ai eu un A en maths aujourd'hui, criait-il, et je le serrais dans mes bras, fier comme n'importe quel père.
Ami l'a accepté à contre-cœur au début. D'accord, garde-le pour l'instant. Mais le ressentiment couvait en elle. Elle se plaignait souvent, Owen, l'endroit est exigu. L'argent est serré, et maintenant une autre bouche à nourrir. Pourquoi ne pas l'emmener dans un orphelinat? J'expliquais. Ami, il n'a personne. Je ne peux pas lui faire ça. Elle secouait simplement la tête, ses yeux devenant plus froids. Puis le désastre a frappé comme une tempête. L'entreprise pour laquelle je travaillais était au bord de la faillite, récession, les commandes se sont taries, licenciement massif pour réduire les coûts. J'étais sur la liste. La notification est arrivée sans préavis. Owen, désolé, mais nous devons te laisser partir. Mon estomac s'est noué. La panique face à l'avenir m'a submergé. Dans les premiers jours de chômage, Ami était encore solidaire, me serrant dans ses bras. Tu vas t'en sortir. C'est juste temporaire. Tu trouveras quelque chose et tout ira bien à nouveau. Je l'ai cru et je me suis jeté dans la recherche d'emploi, candidature en ligne, appels téléphoniques, même des entretiens en porte-à-porte. Chaque réponse était la même. Désolé, nous n'embauchons pas. Le marché du travail était complètement gelé et le désespoir s'est insinué en moi. Alors que nos économies diminuaient, j'ai accepté n'importe quel travail manuel que je pouvais trouver juste pour mettre de la nourriture sur la table. Décharger des camions au marché, travailler dans des entrepôts, nettoyer des chantiers de construction, tout ce qui payait. Mon dos me faisait constamment mal, mes mains étaient couvertes d'ampoules, mais je serrais les dents. « Es-tu fatigué aujourd'hui, oncle ?» demandait Mason en me massant le dos. Je souriais. « Pas du tout. Je suis fort comme un éléphant. » Mais à l'intérieur, la pression montait. Pendant que je luttais pour nous faire vivre, Ami changeait de jour en jour. Elle est devenue distante, silencieuse, rentrait tard avec des excuses d'heures supplémentaires. Son téléphone était toujours caché, son mot de passe changeait, les encouragements initiaux se sont transformés en irritation. Owen, tu es un échec. Puis en blâme pur et simple. Tu ne peux plus subvenir aux besoins de cette famille. Je suis épuisé. Je sentais le fossé entre nous se creuser. Pourtant, j'ai enduré, espérant que ça passerait. Jusqu'à un après-midi, où la vérité m'a frappé sans préparation. Je suis rentré plus tôt que d'habitude. Au moment où je suis entré, j'ai vu Ami sur le canapé, la tête baissée, gloussant devant son téléphone d'une manière que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des lustres. Un frisson glacial m'a parcouru. Je me suis approché. Juste à ce moment-là, son écran s'est allumé avec un nouveau message. Instinctivement, j'ai attrapé le téléphone avant qu'elle ne puisse réagir. Le nom à l'écran, Roréaille, un directeur de haut rang de 41 ans. Le texte était glacial. Bébé, même heure ce soir. J'ai eu l'impression que mon cœur était écrasé. Je me suis tourné vers elle, la voix tremblante de rage et de douleur. Ami, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et cet homme? Elle s'est figée une seconde, puis a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu prendre mon téléphone? Je lui ai mis l'écran sous le nez, la poitrine haletante. Alors que signifient ces messages? Elle l'a regardé en silence pendant plusieurs longues respirations, puis a expiré brusquement et m'a regardé avec des yeux froids. D'accord. Oui, je vois Roré depuis un moment. Je suis resté planté là, la gorge nouée. Comment as-tu pu trahir notre mariage si facilement? Ami a eu un rire amer, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Parce que tu es un perdant. Tu ne peux plus m'offrir la vie que je veux. Je suis fatigué de vivre dans la pauvreté et le désespoir. La trahison m'a laissé abasourdi. Le reste de ma confiance s'est effondré. La dispute a explosé. Nous nous sommes criés dessus. Des années de ressentiment refoulés se sont déchaînées comme une tempête. Comment as-tu pu me faire ça? Nous sommes mariés. J'ai crié, les larmes coulant. Ami a ricané, la voix suintant de mépris. Parce que tu es un incapable, sans emploi, fauché, et tu as même ramassé un gamin sans nom comme bagage supplémentaire. Tu ne peux même pas t'occuper de toi-même, et pourtant tu essaies de sauver quelqu'un d'autre. Son insulte envers Mason m'a complètement brisé. Mon cœur s'est senti déchiré. Le soir même, Ami a calmement demandé le divorce. J'y ai réfléchi. Finissons ici.
Elle est partie immédiatement, emportant toutes nos économies et la plupart de nos biens, meubles, bijoux. Je me suis retrouvé avec seulement ma sonne, une chambre louée vide et une montagne de factures impayées. Quand je n'ai plus pu payer le loyer, le propriétaire a résilié le bail sans pitié. Vous avez 3 mois de retard. Dehors. Nous avons été jetés à la rue. En un temps terriblement court, j'ai perdu mon travail, ma femme, mes biens et ma maison. Sans autre option, j'ai placé mon dernier lambeau d'espoir en mes propres parents, croyant qu'au moins le sang ne m'abandonnerait pas. Mais ce qui s'est passé ce soir à leur porte sous la pluie battante a anéanti même cet espoir fragile. La pluie tombait toujours, me ramenant au présent. J'ai réalisé que le passé paisible était scellé pour toujours. Mon présent n'était pas seulement une misère totale, mais la responsabilité d'un enfant que j'avais pris comme le mien il y a 2 ans. Comment allais-je le protéger? Cette question a fait battre mon cœur de terreur face à l'avenir sombre qui s'annonçait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été presque épuisé dans ma recherche désespérée de travail. J'ai arpenté les marchés, les chantiers de construction, et j'ai frappé aux portes de toutes les petites usines. M'accrochant au plus faible espoir de gagner assez pour nous maintenir en vie, tous les deux. Mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des petits boulots manuels sporadiques. Transporter des caisses lourdes au marché, nettoyer des entrepôts sales et infestés de rats, mélanger du ciment sous un soleil qui brûlait comme le feu. Ma sonne me suivait du matin au soir. Chaque soir, mon dos me faisait un mal insupportable, mes mains étaient couvertes d'ampoules à vif à force de soulever des charges. Pourtant, je ne pouvais que serrer les dents et endurer. Le maigre salaire couvrait à peine quelques repas bon marché et une nuit agitée dans un motel délabré. De nombreux entrepreneurs ont exploité ma situation. Un homme sans emploi avec un enfant à charge. Il promettait un salaire complet à la fin du travail, puis me donnait quelques pièces ou refusait simplement de payer. Une fois, après 3 jours à décharger des tonnes de ciment, le contremaître a ricané. « Tu as travaillé trop lentement. Je retiens tout. Dégage. » La rage m'a secoué. J'ai voulu lui sauter dessus, mais en pensant à ma sonne qui attendait dehors, j'ai baissé la tête et je suis parti. Mon cœur battait d'humiliation et de la crainte que demain nous n'ayons rien à manger. « Oncle Owen, pourquoi es-tu triste ?» a demandé ma sonne en me serrant dans ses bras. J'ai essuyé mes larmes. « Ce n'est rien, mon grand. Tout ira bien. » Puis l'accident est arrivé. Alors que je travaillais sur un chantier de construction, surmené, je portais une lourde poutre d'acier quand mon pied a glissé sur la boue rendue glissante par la pluie. Je suis tombé lourdement. La poutre s'est écrasée sur ma jambe. La douleur m'a transpercé et j'ai crié. Le sang coulait d'une profonde entaille. Des collègues m'ont dégagé, mais sans assurance, j'ai dû panser la blessure moi-même avec un chiffon déchiré. Un médecin du dispensaire gratuit a dit, « Reposez-vous au moins une semaine. » Ne marchez pas, je suis resté dans notre abri temporaire, les jambes enflées et lancinantes, sans revenu. Ma sonne s'est assis à côté de moi, essuyant ma sueur. « Je vais m'occuper de toi. » Il a forcé un sourire, mais ses yeux étaient rouges. La panique m'a envahi. L'argent était parti, la nourriture s'épuisait. Comment allions-nous survivre? Poussé à bout, je n'ai eu d'autre choix que d'emmener ma sonne au site de distribution de nourriture pour sans-abri. Un groupe de tentes à la périphérie de la ville où les malheureux faisaient la queue sous la pluie ou le soleil. La première fois que je l'ai emmené, la honte m'a écrasé la poitrine. « Oncle Owen, où sommes-nous » a-t-il demandé, agrippant ma main. « Un endroit où des gens gentils donnent de la nourriture gratuite, mon grand. Nous en prendrons et nous rentrerons à la maison. » Nous avons fait la queue et avons reçu des bols de soupe claire et de pain rassis. J'ai toujours donné à ma sonne la plus grosse portion. Il avait besoin de nutriments pour grandir tandis que je mangeais les restes au juste le bouillon à queue. « Oncle, mange. »« Je suis rassasié, » disait-il en poussant la nourriture vers moi. Je secouai la tête. « Finis ton assiette. »« Je n'ai pas faim. » Mais mon estomac gargouillait douloureusement. La faim me donnait le vertige. Malgré les difficultés, ma sonne est resté obéissant et mûr au-delà de son âge. Cela me brisait le cœur. Il ne se plaignait jamais, s'accrochant toujours à moi comme sa seule bouée de sauvetage. Le jour, il étudiait dans de vieux livres que j'avais récupérés. La nuit, il se blottissait contre moi pour se réchauffer. Je cherchais du travail tout en m'assurant que ma sonne ait tous ses repas et un sommeil sûr, lui achetant des médicaments quand il toussait, lui racontant des histoires pour le distraire de la faim.
J'essayais de le protéger de la douleur autant que possible, cachant mes peurs derrière des sourires. Mais tard dans la nuit, je restais éveillé, le cœur battant de terreur. Allions-nous mourir de faim? Quelqu'un n'allait-il me l'enlever? Un jour, au site de charité, la foule était plus nombreuse que d'habitude, probablement à cause de la pluie. Mason et moi faisions la queue comme toujours, serrant nos bols de soupe chaude. Soudain, un convoi de voitures de luxe s'est arrêté. Un homme riche est sorti avec des gardes du corps, costume étincelant, montre scintillante. Il était venu pour un événement caritatif, distribuant des cadeaux et de la nourriture. La foule a murmuré. C'est Clayton Scott, le magnate. Je ne lui ai prêté aucune attention, me concentrant uniquement sur l'obtention de notre repas. Puis, de nulle part, Mason s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Il a tremblé et a pointé du doigt, oncle Owen, c'est mon père. Son murmure était rempli de choc et de peur. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Chut, Mason, tu te trompes. Tais-toi. Je l'ai vite fait taire, terrifié qu'il attire l'attention et nous fasse expulser, mais son regard paniqué avait déjà attiré l'œil de l'homme riche. Le regard de Clayton Scott s'est fixé sur le visage du garçon. Son propre visage est devenu blanc comme s'il avait vu un fantôme. En un instant, il a bousculé la foule, a arraché Mason de mes bras et l'a serré dans une étreinte frénétique. Mon fils, est-ce vraiment toi? Est-ce que je rêve? A-t-il crié, la voix brisée. Je suis resté stupéfait, ma main soudainement vide. Et, qu'est-ce que vous faites au gamin? Ai-je crié, mais Clayton a aboyé à ses gardes du corps. Maîtrisez cet homme. Les gardes se sont précipités et m'ont cloué au sol, leur prise écrasant mes épaules. J'ai lutté, paniqué. Lâchez-moi. Ne le touchez pas. Pendant ce temps, Mason, terrifié, criait et pleurait. Papa, ne fais pas de mal à oncle Owen. Il est gentil avec moi. La foule a éclaté en chaos, criant, bousculant, les bols de soupe se renversant partout. J'ai été forcé de me mettre à genoux, le cœur battant, complètement déconcerté. Je me suis occupé de lui, ai-je crié, mais ma voix s'est perdue dans le tumulte. Clayton, submergé par l'émotion, a examiné Mason frénétiquement, touchant son visage, le serrant fort dans ses bras, lui posant des questions. Es-tu blessé? Que t'ont-ils fait? Cela n'a fait qu'effrayer davantage le garçon. Il sanglotait plus fort, se retournant désespérément vers moi. Oncle Owen, où est mon oncle Owen? Cette réaction a convaincu Clayton que j'étais un kidnappeur. La rage a explosé sur son visage, les yeux injectés de sang. Vous avez enlevé et séquestré mon fils. Je vais vous tuer. Il a pointé le doigt directement sur moi, m'accusant à haute voix. La foule a murmuré, les téléphones levés, filmant l'enlèvement d'enfants. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était un horrible malentendu. Mon cœur battait la chamade, une sueur froide coulait. Non. Je l'ai recueilli et je l'ai élevé pendant 2 ans. Il était sans abri. Je l'ai trouvé inconscient à ma porte. J'ai essayé désespérément d'expliquer cette nuit pluvieuse, de l'emmener au service de l'enfance, mais dans la frénésie, mes mots ressemblaient à des mensonges. Clayton a crié. Taisez-vous. Tenez-le. Appelez la police. Les gardes du corps ont resserré leur étreinte jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. J'ai lutté avec agonie pour les faire écouter. Je n'étais pas un kidnappeur. Mais Clayton, serrant le garçon, s'est retourné et est parti. Les téléphones continuaient d'enregistrer, les chuchotements se propageaient, enlèvement d'enfants juste ici. Je suis resté agenouillé là, le cœur battant de terreur à l'idée que je pourrais perdre Mason pour toujours. La police me croirait-elle? Était-ce la fin? La police est arrivée rapidement, les sirènes hurlant à travers la zone de charité chaotique. Ils ont traversé la foule, ont repoussé les gens et m'ont menotté sans beaucoup d'explications. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement d'enfants, a dit froidement un grand officier. J'ai essayé de protester. Non, je l'ai élevé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais ils m'ont ignoré et m'ont fait monter dans la voiture de patrouille avec Clayton et Mason. Le garçon sanglotait de manière hystérique, se tordant pour me regarder. Oncle Owen, ne l'emmenez pas. Clayton le tenait fermement, le réconfortant. C'est bon, mon fils. Papa est là maintenant. La voiture a filé vers le poste.
Mon cœur battait la chamade, mon esprit tourbillonnant avec les pires possibilités. Allait-il me battre? Allait-il forcer Mason à dire de mauvaises choses sur moi? Les menottes faisaient trembler mes mains de manière incontrôlable. Au poste, l'air était étouffant. Café rassis et paperasse humide. Ils nous ont séparés. J'ai été emmené dans une salle d'interrogatoire. Clayton et Mason dans une autre. Un officier d'âge moyen au visage sévère et à l'épaisse moustache s'est assis en face de moi. Commencez à parler. Qui êtes-vous? Pourquoi le garçon était-il avec vous? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, même si mon cœur battait la chamade. J'ai raconté toute l'histoire depuis le début, la voix tremblante, mais aussi clairement que possible. Il y a 2 ans, je suis rentré tard et j'ai trouvé Mason inconscient de faim et de froid juste devant ma porte. Il était trempé, émacié. Je l'ai porté à l'intérieur, je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Au début, il n'est resté que temporairement, mais il revenait sans cesse parce qu'il n'avait nulle part où aller. Je lui ai posé des questions sur sa famille. Il a dit qu'il était perdu. Il ne se souvenait pas clairement, seulement qu'il vivait dans une grande maison riche et qu'il s'était réveillé un jour sous un pont. Je l'ai emmené au service de l'enfance. Ils ont vérifié, n'ont trouvé aucun dossier correspondant, et m'ont autorisé à être son tuteur temporaire. Depuis lors, je l'ai élevé comme mon propre fils. Je l'ai emmené à l'école, je l'ai nourri, je l'ai mis au lit. Je n'ai jamais enlevé personne. L'officier prenait des notes, les yeux toujours méfiants. Avez-vous des preuves? Des documents? Des témoins? J'ai hoché la tête. Oui. Des papiers des services de l'enfance, des voisins qui m'ont vu m'occuper de lui, des gens au site de charité. Ils ont commencé à vérifier immédiatement, appelant le réseau de charité, les services sociaux, tous ceux qui avaient eu affaire à nous. J'étais assis là, le cœur battant, la sueur trempant ma chemise. Chaque minute semblait durer des heures. J'imaginais être jeté en prison pour toujours, perdre Mason pour toujours. Vont-ils me croire? Je n'arrêtais pas de penser, les poings serrés. Les résultats sont revenus après 2 heures angoissantes. L'officier est revenu, son expression plus douce. Tout ce que vous avez dit se vérifie. Les services de l'enfance confirment que vous êtes le tuteur temporaire enregistré. Il n'y a aucun signe d'enlèvement ou de détention illégale. Les voisins et les travailleurs caritatifs vous ont tous décrit comme prenant un excellent soin du garçon. Ils ont également noté le comportement de Mason. Il ne montrait aucune peur de moi. Au contraire. Il était clairement attaché et dépendant. Dans l'autre pièce, il avait pleuré. Je veux oncle Owen. C'est mon père. L'officier a dit à Clayton. Le garçon voit cet homme comme son père. C'était un terrible malentendu. Après avoir terminé les formalités, signatures, photos, déclarations, ils ont déclaré que c'était un grave malentendu et nous ont relâchés tous les 3. Je suis sorti sur des jambes tremblantes, l'air frais de l'après-midi me permettant enfin de respirer. Devant le poste, Clayton Scott attendait, sa fureur antérieure remplacée par une profonde gêne. Il a expliqué comment Mason avait disparu des années auparavant, puis a baissé la voix. Owen, je suis désolé. J'ai perdu le contrôle. J'ai cru que vous étiez un kidnappeur et dans ma panique. Je vous ai insulté, je vous ai fait du mal, j'ai appelé la police. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait subir ça. Je l'ai regardé, le cœur battant encore de l'épreuve. J'ai compris. Un père qui avait perdu son enfant pendant plus de 2 ans. La douleur et le désespoir explosant au moment où il l'a vu. Je ne lui en voulais pas. C'est bon, monsieur Scott. Je comprends. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être fait la même chose. L'important est que Mason soit en sécurité. Après les excuses, Clayton a hésité, a sorti son portefeuille et en a tiré une carte bancaire. Tenez. 10 000 $, un petit témoignage de gratitude pour avoir sauvé et élevé mon fils pendant tout ce temps. Vous l'avez maintenu en vie quand je ne le pouvais pas. Je me suis figé un instant, regardant la carte. De l'argent, la chose même dont j'avais le plus besoin en ce moment pour la nourriture, pour un abri, mais j'ai secoué la tête et l'ai doucement repoussé. Non, monsieur Scott. S'occuper de Mason n'a jamais été une transaction ou un devoir à payer. Au cours des 2 dernières années, il a été mon vrai fils,
pas quelque chose qui peut être mesuré ou remboursé avec de l'argent. Je l'ai fait par amour, pas pour une récompense. Clayton s'est arrêté, son visage un mélange de honte et de profond respect. Il a tranquillement rangé la carte et m'a regardé avec une admiration sincère. Vous êtes un homme bon, Owen. Merci. Quand Clayton s'est préparé à emmener Mason, je suis resté figé pendant plusieurs secondes, la gorge nouée, à peine capable de penser clairement. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Je me suis forcé à rester calme pour ne pas effrayer Mason davantage. Je savais que retourner avec son vrai père riche, de bonnes écoles, des repas corrects, une vie sans manque était le meilleur avenir pour lui. Mais ça faisait si mal. Je me suis agenouillé, je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré à travers les larmes, « Mason, mon grand, écoute-moi. Va avec ton père. Il t'aime beaucoup. Tu vas me manquer. » Les larmes coulaient sur mon visage alors que je luttais pour retenir la douleur qui me déchirait la poitrine. Mason s'est accroché à moi, sanglotant de manière incontrôlable, refusant de lâcher prise. Les yeux fous de terreur d'être arraché au seul monde qu'il connaissait. « Non, je ne pars pas. Je veux rester avec oncle Owen. »« Tu es mon père » a-t-il crié, agrippant ma chemise, le visage trempé de larmes. Clayton l'a doucement détaché, le tenant et le réconfortant. « C'est bon, mon fils. Papa est là. Nous rentrons à la maison. » Mais Mason continuait de se débattre, tendant les bras vers moi. « Oncle Owen, ne me quitte pas. » Je suis resté immobile pendant que le père et le fils se dirigeaient vers la voiture sur le parking du poste, ma silhouette mince rigide comme la pierre. La voiture de luxe de Clayton a démarré. Mason a pressé son visage contre la vitre arrière, pleurant en me regardant. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, je suis resté planté là, vidé de mes forces. L'esprit vide, submergé par un sentiment de perte soudain et écrasant. Les larmes tombaient sans s'arrêter. Ma poitrine me faisait si mal que je pouvais à peine respirer. Mason, l'enfant que j'aimais, était parti. Je me suis retourné et j'ai erré vers notre abri temporaire, le cœur battant de terreur à l'idée de la vie solitaire qui m'attendait. Le reverrai-je un jour? Ce n'était pas vraiment la fin non plus. Après le jour où Mason est parti, ma vie est tombée dans un vide immense et suffocant. Les routines quotidiennes sont devenues dénuées de sens et insupportablement lourdes, comme si je traînais un corps sans âme. Le matin, je ne me réveillais plus au son du rire d'un enfant. Il n'y avait pas de lait chaud à préparer, pas de petit déjeuner simple à faire. L'abri de fortune sous le pont semblait maintenant caverneusement vide. Pourtant, j'étouffais de nostalgie. Je ne mangeais que pour survivre. La nourriture avait perdu tout son goût. La nuit, je restais éveillé à fixer le plafond de béton sombre, imaginant le visage de Mason. Son large sourire quand je lui racontais des histoires, la façon dont il s'accrochait à moi quand il avait peur. « Oncle Owen, j'ai fait un cauchemar » murmurait-il, et je le berçais jusqu'à ce qu'il se rendorme. Maintenant, mon propre sommeil était rempli de cauchemars. Le garçon emmenait de force, criant mon nom en vain. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant, une sueur froide coulant, terrifié qu'il pleure quelque part et que je ne puisse pas l'atteindre. Chaque matin, par une habitude que je ne pouvais pas briser, je marchais toujours jusqu'au site de charité, mes pieds se déplaçant mécaniquement malgré la faiblesse de l'espoir. Je faisais la queue pour la nourriture gratuite, les yeux scrutant la foule, espérant désespérément voir Mason ne serait-ce qu'une fois de plus. Peut-être s'était-il échappé pour me rendre visite, ou Clayton l'avait-il amené. Aujourd'hui pourrait être le jour, me disais-je, le cœur battant à chaque fois que j'apercevais une petite silhouette au loin. Mais c'était toujours un autre enfant, et la déception s'abattait sur moi comme une vague. Les jours passaient dans une attente lasse, mais Mason n'apparaissait jamais, et l'espoir en moi mourait lentement avec chaque après-midi qui s'estompait. La faible lumière du soleil filtrait à travers les arbres clairsemés, étirant mon ombre sur le sol comme pour étirer la douleur elle-même. J'étais assis seul avec mon bol de soupe claire, les larmes coulant sans que je m'en aperçoive. Où est-il maintenant? Que mange-t-il? Dort-il bien? Ces questions faisaient battre mon cœur d'inquiétude. Je ne pouvais ni manger ni dormir correctement. Progressivement, j'ai commencé à accepter la vérité. La vie de Mason avait pris un chemin différent. Une grande maison, un père biologique riche, de bonnes écoles. Il méritait ça, pas d'errer avec un homme brisé et sans emploi comme moi. Je me suis forcé à mettre le passé de côté et à me relever.
tu ne peux pas vivre éternellement dans les souvenirs. Je me suis réprimandé, essuyant mes larmes et me levant. J'ai continué à chercher du travail, électricien, magasinier, même plongeur. J'ai trouvé des emplois temporaires sporadiques, j'ai économisé chaque centime, et j'ai finalement loué une toute petite chambre au lieu de dormir sous le pont. La vie était encore dure, mais au moins j'avais un but. Survivre et peut-être un jour oublier la douleur. Mais comment pouvais-je oublier? Chaque nuit, je rêvais encore de Mason, me réveillant le cœur battant et les mains tremblantes comme s'il m'appelait de loin. Un jour, comme d'habitude, je suis allé au site de charité pour un repas gratuit. Le soleil tapait. La foule était plus nombreuse et plus bruyante que d'habitude. J'ai pris ma soupe et je me suis assis dans mon coin habituel, regardant fixement autour de moi. Puis, de loin, j'ai aperçu une petite silhouette familière au milieu de la cour. Cheveux en désordre, sourire timide. Mon cœur s'est serré. J'ai frotté mes yeux, convaincu que c'était une autre hallucination due à son absence. Un autre mirage, ai-je murmuré, essayant de me détourner pour m'épargner la douleur. Mais alors cette voix familière a retenti, petite mais claire au-dessus du bruit. Oncle Owen. Oncle Owen. Toutes les émotions que j'avais refoulées ont explosé en moi. Mon cœur battait la chamade. Les larmes ont jailli, et j'ai couru en avant, serrant le garçon dans une étreinte féroce, incapable de cacher ma joie immense. Mason. Mon grand, c'est vraiment toi? Ai-je crié, la voix tremblante, le tenant fermement contre ma poitrine, sentant la chaleur familière. Mason pleurait et babillait tout à la fois. Oncle Owen, ça va? Tu m'as tellement manqué. Il s'est accroché à moi, trempant ma chemise de larmes. Nous sommes restés là, au milieu de la cour, nous étreignant et sanglotant, tandis que la foule regardait surprise, mais nous laissait tranquilles. La joie se mêlait à une excitation nerveuse. Était-ce un rêve? Allait-on me l'enlever à nouveau? Quand les émotions se sont enfin calmées, j'ai instinctivement regardé autour de moi, paniqué, craignant que quelqu'un ne l'arrache soudainement. Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais des gardes du corps, des voitures de luxe ou des étrangers. Puis Clayton Scott s'est approché par derrière, impeccablement vêtu, son expression beaucoup plus douce qu'auparavant. Il a souri. Ne t'inquiète pas, je l'ai amené te voir. Pouvons-nous parler? Clayton m'a invité dans un petit café voisin pour une conversation privée. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille, Mason entre nous, agrippant fermement ma main. J'ai commandé un café noir, mes mains tremblant encore d'émotion. Clayton a commencé doucement. Depuis que j'ai ramené Mason à la maison, sa santé physique s'est beaucoup améliorée. Je l'ai emmené chez des médecins pour des examens complets et je me suis assuré qu'il mange correctement. Il est de retour dans une bonne école maintenant et il a des amis. Il a fait une pause, regardant Mason avec affection. J'ai hoché la tête, une chaleur se propageant dans ma poitrine. C'est bien. Il le mérite. Mais Clayton a soupiré, cependant, émotionnellement, il a été très silencieux et renfermé. Il s'assoit souvent seul, regardant par la fenêtre, souriant à peine. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas, mais il ne voulait pas le dire. Puis un jour, il a soudainement parlé de toi. Oncle Owen me manque, papa. C'est la meilleure personne au monde. Il a pleuré toute la nuit, suppliant de te revoir. Ces mots ont fait battre mon cœur et les larmes ont de nouveau coulé. Clayton a continué, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point tu es important pour mon fils. Il te voit comme un second père. Alors, j'ai accepté de l'amener te rencontrer aujourd'hui. Il a ajouté qu'il avait enquêté sur mon passé d'électricien, mes compétences, et tout ce que j'avais traversé, la perte de mon travail, de ma femme, le rejet par mes propres parents. J'ai engagé des gens pour enquêter sur toi. Tu as traversé l'enfer, pourtant tu n'as jamais perdu ta gentillesse. Je t'admire. Après quelques discussions supplémentaires, Clayton m'a offert un poste dans son entreprise, un poste d'électricien de maintenance parfaitement adapté à mon expertise. Mon entreprise est grande et a besoin de quelqu'un comme toi. Salaire stable, avantages sociaux complets. Qu'en dis-tu? L'offre m'a stupéfié au-delà de toute croyance. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. Vous êtes sérieux? Après tout ce que j'ai perdu, je n'arrive pas à croire qu'on me donne une vraie chance comme celle-ci. Les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable.
Mason s'est accroché à ma main, les yeux brillants d'espoir. Je veux être près de toi. Je l'ai pris dans mes bras, la gratitude m'inondant, un sentiment que j'avais presque oublié après tant d'années. Merci, Clayton. Je chérirai cette opportunité de toutes mes forces. Nous sommes restés assis un peu plus longtemps à parler de Mason. Il m'a parlé de sa nouvelle école, mais a dit qu'il préférait toujours le vieux vélo sur lequel je le poussais. Clayton a hoché la tête. À partir de maintenant, tu pourras le voir quand tu veux. Nous sommes une famille. Ces mots ont réchauffé mon cœur tout en me laissant nerveusement excité. Était-ce réel? Le nouveau travail se passerait-il bien? En quittant le café, je les ai accompagnés à la voiture. Mason m'a serré fort dans ses bras. À demain. D'accord. J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Bien sûr, mon grand. La voiture est partie, mais cette fois il n'y avait pas de douleur, seulement une lueur d'espoir. Cette nuit-là, dans ma chambre nouvellement louée, mon cœur battait encore d'anticipation pour le lendemain, un nouveau travail, revoir Mason. Après tant de pertes, ma vie semblait enfin s'éclaircir. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, mon cœur battant encore d'une excitation nerveuse. J'ai mis les vêtements les plus propres que j'avais, une vieille chemise soigneusement repassée, et je me suis rendu à l'entreprise de Clayton Scott. C'était un immense bâtiment à la périphérie de la ville avec de vastes halls de production remplis du bourdonnement bruyant des machines modernes. Je me suis tenu à la porte, j'ai dégluti et je me suis dit, tu peux le faire, Owen. C'est ta deuxième chance. Le personnel des RH m'a accueilli et m'a conduit au bureau de Clayton. Il m'a serré la main chaleureusement. Bienvenue dans la famille. Tu travailleras comme technicien de maintenance électrique dans l'usine de production. Tu commences aujourd'hui. J'ai hoché la tête, la voix légèrement tremblante. Merci, monsieur. Je donnerai tout ce que j'ai. Les premiers jours, j'ai travaillé avec une extrême prudence, comme si je marchais sur une corde raide. Tout était nouveau. Des lignes de production complexes, des systèmes électriques avancés avec des capteurs automatisés, des délais serrés qui me forçaient à courir contre la montre. J'ai dû presque tout réapprendre. Plongeant dans des paix manuels, observant mes collègues, posant des questions détaillées. J'ai fait de petites erreurs dues à mon manque de familiarité avec l'équipement moderne, un mauvais câblage qui a arrêté une machine pendant une demi-heure ou l'oubli de vérifier un capteur qui a déclenché une fausse alarme. Le chef d'équipe n'arrêtait pas de me corriger. Oh, et sois plus prudent. Un retard affecte toute la ligne. Mon cœur battait la chamade à chaque fois, terrifié à l'idée d'être renvoyé. Mais je ne me suis jamais plaint ni disputé. Au lieu de cela, je suis resté tard pour vérifier mon travail et étudier. Assis seul dans l'usine sombre, lisant à la lampe de poche, m'entraînant sur de petits modèles. Tu dois faire plus d'efforts, Owen, me disais-je. La sueur perlait même dans la nuit froide. Ces nuits-là, je rentrais dans ma chambre épuisé, mais je sentais que je m'améliorais, passant de l'hésitation à la confiance. Ma diligence, mon envie d'apprendre et mes solides compétences de base ont rapidement porté leurs fruits. En seulement 2 semaines, je m'occupais de tâches difficiles. Réparations électriques d'urgence, optimisation des circuits pour économiser de l'énergie. Les superviseurs et les ingénieurs principaux l'ont remarqué, Owen, tu te débrouilles très bien. Tu as progressé plus vite que ce à quoi je m'attendais. Ces mots ont réchauffé mon cœur et m'ont excité à l'idée d'un avenir stable. Mon premier revenu régulier depuis des années. Un salaire mensuel suffisant pour couvrir le loyer et de la nourriture décente. Finalement, cela m'a permis de louer une chambre propre et de mettre fin aux nuits sous les ponts ou sur les trottoirs. La vie était encore difficile. J'économisais chaque centime, je mangeais simplement, mais au moins j'avais un toit et un travail. Quant à Mason, après l'école ou les jours de sortie anticipés, un chauffeur l'amenait à l'usine. Le bruit d'une voiture qui s'arrête, puis le garçon courant dans l'usine en criant « Oncle Owen, je suis là ». Chaque fois que je le voyais courir vers moi à travers la cour de l'usine, la joie m'inondait, le cœur battant, un sourire se dessinant sur mon visage. Pendant mes moments libres, je l'aidais avec ses devoirs, assis à une vieille table en bois dans la salle de pause, travaillant ensemble sur les maths ou la lecture. « Qu'est-ce que c'est, oncle » demandait-il en pointant un schéma électrique. Je riais. C'est un circuit, comme le sang qui coule dans le corps. Puis je l'emmenais à la cafétéria des employés pour des sandwichs et du lait chaud. Il mangeait joyeusement et me racontait sa journée d'école.
Clayton nous observait souvent de loin, souriant. Il a progressivement commencé à me traiter comme un membre de la famille, pas seulement comme un employé. « Owen, tu es comme un grand frère pour lui », a-t-il dit un jour autour d'un café. La présence de Mason dans ma nouvelle vie m'a donné pour la première fois depuis que tout s'est effondré le sentiment d'avoir à nouveau une vraie famille. Mais juste au moment où les choses commençaient enfin à se stabiliser, le désastre a frappé comme un éclair. L'entreprise a nommé un nouveau chef d'atelier. Lors d'une réunion soudaine, le directeur l'a présenté. Voici Roréaille, transféré d'une autre succursale. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu. Roré, l'amant d'Amy, l'homme arrogant et manipulateur de 41 ans. Les rumeurs se sont vite répandues. Il avait été rétrogradé et transféré ici après une grosse erreur, la perte d'un contrat de plusieurs millions de dollars à cause d'une fraude. Son visage portait toujours ce regard suffisant, mais ses yeux brûlaient de ressentiment. Au moment où nous avons été présentés, Roré m'a reconnu instantanément. Son regard a vacillé de choc, puis est devenu glacial et méprisant, comme s'il regardait un insecte. Oh, et de plus. Eh bien, le monde est petit, a-t-il ricané. À partir de ce jour, les ennuis ont plu sur moi au travail. Roré m'a délibérément assigné les quarts de travail les plus lourds et les plus longs. Service de nuit constant, réparation d'urgence non-stop. Owen, tu es sur ce quart de travail. Pas de jérémiade. Aboyait-il en me fusillant du regard. Les plus petites erreurs étaient grossies à l'extrême. L'oubli de consigner quelque chose devenait une grave violation de la sécurité et entraînait des retenues sur salaire. Les tâches difficiles m'étaient confiées avec des délais impossibles et aucune aide. Recabler un système entier en une nuit, seul. Les suggestions techniques raisonnables étaient rejetées sans explication. Idée stupide. Fais-le à ma façon. Les primes et les évaluations de performance étaient retardées ou réduites sans raison. Je savais que j'étais visé. Mon cœur battait la chamade chaque matin en entrant dans l'usine, terrifié que ce soit le jour où je serais renvoyé. Mais je suis resté silencieux. Je n'ai rien dit à personne. Ni à Clayton, ni à personne. Je ne voulais pas remuer le passé douloureux avec mon ex-femme et l'humiliation d'avoir été trahi et rejeté. Tu peux gérer ça, Owen, me disais-je, serrant les dents et travaillant plus dur. La pression m'a épuisé. Je m'effondrais sur mon lit, endolori de partout. Mais je me suis accroché à ce travail. C'était la seule chose qui me maintenait à flot, et j'avais besoin de stabilité pour Mason. Le point de rupture est arrivé un après-midi après un long quart de travail. Alors que je sortais de la porte de l'usine, épuisé et las, j'ai soudainement vu Amy et Roré qui attendaient au bord de la route, détendus, comme s'ils avaient parfaitement chronométré ma sortie. Amy dans une robe élégante, Roré appuyé contre sa voiture de luxe. Au moment où Amy m'a aperçu, le mépris a tordu son visage. Elle a ricané, « Oh, Owen, regarde-toi. Toujours aussi pathétique, travaillant comme un simple technicien ici. » On a un peu remonté la pente, hein. Sa voix dégoulinait de venin déguisé en douceur. Roré a juste ricané, les yeux pleins d'une menace arrogante. Ouais, perdant. Tu as de la chance d'avoir ce travail. Ne t'attends pas à ce que ça dure. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient de choc et de peur. Pourquoi était-il là? Quelques collègues et membres du personnel se sont arrêtés pour regarder. Les chuchotements se sont répandus. Qui est cette femme? L'ex-femme d'Owen. J'étais exposé sous leurs regards et leurs insultes, mis à nu en public, le visage brûlant d'humiliation. Amy a continué. Tu te souviens, Owen? Tu as perdu ton travail. Tu as tout perdu. Je suis parti parce que tu étais un incapable. Et maintenant, tu tires toujours le diable par la queue. Roré est le vrai homme. J'ai voulu crier, frapper Roré, mais je me suis retenu. Ne voulant pas faire une plus grande scène, j'ai baissé la tête et je suis parti en silence, la honte m'étouffant. Mes pas étaient lourds, les larmes coulant. De retour dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit, le cœur battant encore de rage et de peur. Allait-il me faire renvoyer? Le passé allait-il détruire mon présent à nouveau? Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de rester calme. Mais chaque matin, je me réveillais avec le poids de cette rencontre humiliante qui pesait encore sur ma poitrine comme un rocher. J'allais au travail sur le qui-vive, évitant même de jeter un regard vers le bureau de Horge, redoutant de le croiser. La pression de son harcèlement a continué.
Des quarts de travail plus longs, des missions plus difficiles, et des insultes sournoises. Dépêche-toi, espèce d'incapable. Pourtant, après des semaines de ciblage incessant, j'ai progressivement appris à y faire face avec sang-froid et à gérer chaque situation plus attentivement. Je ne réagissais plus émotionnellement à ces provocations. Pas de cris en retour, pas de dispute. Je me contentais d'accomplir mes tâches à la lettre, documentant chaque étape méticuleusement pour qu'il n'ait aucune excuse pour me blâmer. Voici un travail, délai de 2 jours, aboyait-il en me jetant des dossiers au visage. Oui, monsieur. Je finirai à temps, répondais-je calmement. À l'intérieur, mon cœur battait de rage, mais je me contenais et me concentrais sur le fait de faire mes preuves par mon travail. Les collègues ont commencé à le remarquer. Pendant les pauses, ils chuchotaient, Roré s'en prend clairement à Owen. Beaucoup n'aimaient déjà pas Roré pour son style autoritaire et abrasif. Ils criaient sans raison, réduisaient les primes arbitrairement, alors ils ont commencé à m'aider discrètement. Un chef d'équipe m'a glissé des documents. Tiens, le schéma du nouveau système. Étudie-le d'abord. Un collègue a vérifié mon travail. Owen, ce fil est mal branché. Répare-le avant qu'il ne le voie. Je les ai remerciés. Mon cœur s'est réchauffé, mais j'étais toujours anxieux. Craignant que Roré ne le découvre, mais reconnaissant de ne plus être seul. Grâce à leur soutien discret, mon travail s'est progressivement stabilisé à nouveau. La pression est restée. Les quarts de nuit me laissaient épuisé. Les primes étaient toujours réduites, mais je n'étais plus écrasé. Je rentrais plus tôt, j'avais le temps de me reposer, et j'ai même commencé à étudier en ligne pour améliorer mes compétences. En me regardant dans le miroir, je m'exhortais à continuer. Un jour ordinaire après l'école, Mason a été déposé à l'usine pour attendre son père. Je vérifiais un panneau électrique dans un coin de l'atelier, penché sur des fils emmêlés, transpirant sous les néons, quand j'ai entendu le bruit familier de ses pas. « Oncle Owen, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il crié joyeusement, sa voix résonnant au-dessus du bruit des machines. J'ai levé les yeux, souriant largement. « Et, mon grand. Sortie anticipée aujourd'hui. J'ai presque fini, attends juste 1 minute là-bas. » Mason s'est assis docilement sur un banc, souriant et bavardant, me faisant oublier toute ma fatigue. À ce moment précis, Roré est descendu du couloir pour vérifier l'avancement. Ses pas lourds et ses cris étaient audibles de loin. Pourquoi tout est silent? Il m'a vu avec Mason dans la zone de production et son visage s'est instantanément assombri. Roré a explosé, se précipitant vers moi et me criant dessus pour avoir amené un enfant dans l'usine, utilisant la sécurité au travail comme prétexte pour chercher la bagarre. Es-tu fou, Owen? Qui a autorisé un gamin ici? Cet endroit est mortel. Violation de la sécurité. Je retiens sur ton salaire. Fais-le sortir maintenant. Sa voix était stridente, son visage rouge, son doigt pointé sur mon visage. Mon cœur battait d'inquiétude pour Mason, mais je suis resté calme. Désolé, patron. Il est juste en visite. Je vais le sortir tout de suite. Avant que je puisse bouger, Mason a entendu les cris et s'est retourné, terrifié. Il s'est figé, les yeux écarquillés d'horreur. À l'instant où le regard de Roré s'est posé sur le visage de Mason, il s'est lui aussi arrêté net. Son froncement de sourcils s'est transformé en choc, puis son visage est devenu cendré, comme s'il avait vu un fantôme. Son regard s'est attardé sur Mason bien trop longtemps, révélant une panique et une confusion indubitables, la bouche légèrement ouverte, les mains tremblant légèrement comme s'il avait été frappé par la foudre. Après quelques secondes pesantes, Roré s'est brusquement retourné et s'est éloigné précipitamment sans un autre mot, ses pas frénétiques comme s'il fuyait. L'atelier est tombé dans le silence un instant. Tout le monde a échangé des regards perplexes. Derrière moi, Mason s'était également raidi, le visage pâle, ses petites mains tremblant alors qu'il agrippait ma manche. La joie antérieure avait disparu. Ses yeux étaient hantés comme s'il venait de voir quelque chose de terrifiant. Les lèvres serrées, le corps tremblant. Je me suis agenouillé, la voix pleine d'inquiétude. Mason, qu'est-ce qui ne va pas? Connais-tu cet homme? Pourquoi as-tu si peur? Il a juste secoué la tête frénétiquement, les yeux pleins de larmes, incapable de parler. Ce n'est rien, oncle, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Son silence anormal m'a clairement indiqué qu'il cachait une peur profonde, comme si un souvenir horrible venait de refaire surface. Mon cœur battait de terreur.
Que se passait-il? Pourquoi avaient-ils tous les deux réagi comme ça? À partir de ce jour, Mason est venu beaucoup moins souvent à l'usine. Il trouvait des excuses, trop de devoirs, se sentant fatigué. Mais chaque fois que nous nous rencontrions grâce aux appels de Clayton ou le week-end, il devenait méfiant, sursautant au bruit fort. « Oncle Owen, j'ai peur des cris. » a-t-il murmuré une fois, évitant mon regard. Quant à Orge, il m'évitait maintenant de manière évidente. Pas de mission directe, seulement des emails, les yeux fuyants chaque fois que nous nous croisions dans le couloir. Ce changement radical n'a fait qu'approfondir mes soupçons sur un lien entre lui et Mason. Mon cœur battait la chamade chaque fois que j'y pensais. Rory était-il impliqué dans la disparition du garçon? Y avait-il un sombre secret? Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. Si quelque chose n'allait pas, Mason pourrait être en danger. Après de nombreuses nuits blanches à peser les risques, j'ai décidé de tout dire à Clayton Scott. J'ai demandé une réunion privée dans son bureau, le cœur battant en entrant. « Monsieur Clayton, je dois vous parler de Mason et de Rory. » Clayton a écouté, son visage devenant grave. Quand j'ai décrit les réactions de panique de Rory et de Mason, les regards, les tremblements, l'évitement, il est resté silencieux pendant un long moment, serrant fermement sa tasse de café. Finalement, il a parlé à voix basse. « Je vais faire enquêter discrètement sur Rory. Merci de me l'avoir dit. » Il m'a également demandé de continuer à passer du temps avec Mason, de lui parler doucement et de le rassurer pour que le garçon puisse s'ouvrir quand il serait prêt. Tu es la personne en qui il a le plus confiance. Aide-le à se sentir assez en sécurité pour parler. J'ai hoché la tête et je suis parti, portant un malaise plus lourd que jamais, comme si une tempête se préparait et que j'étais juste en son centre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec Mason avec la permission spéciale de Clayton. Il me faisait tellement confiance qu'il m'a essentiellement confié le garçon, me permettant de l'emmener après l'école pour manger, jouer, n'importe où, comme un second père. « Emmène-le où tu veux, tant que c'est sûr », a dit Clayton au téléphone, sa voix pleine de confiance. Chaque fois qu'il appelait, mon cœur battait la chamade, craignant qu'il y ait de mauvaises nouvelles sur l'enquête de Rory. Mais j'étais aussi profondément reconnaissant pour cette chance. Pendant nos sorties, Mason est lentement sorti de son état craintif et renfermé. Au début, il parlait à peine, s'accrochant fermement à ma main, les yeux balayant les environs comme si quelqu'un pouvait l'observer. Mais progressivement, sous le chaud soleil du parc ou au bord du lac scintillant, il a commencé à rire davantage, à parler davantage. « Oncle Owen, regarde ce poisson. Il est énorme », a-t-il crié pendant que nous nourrissions les canards. J'ai ri, le cœur réchauffé. Tu as raison. Il serait délicieux grillé. Nous avons mangé de la glace à la vanille, sa préférée, assis sur un banc à raconter des histoires idiotes. Tu te souviens quand on mangeait du pain sec? C'est bien meilleur. Il a gloussé, retrouvant lentement l'innocence qu'il avait toujours eue avec moi. Ces moments ont fait battre mon cœur de joie de le voir s'améliorer, mais aussi d'inquiétude. Il cachait toujours un secret. J'ai attendu patiemment, sans jamais le pousser sur le passé, essayant seulement de le faire se sentir en sécurité. Je lui ai raconté des contes de fées, j'ai joué à chat, j'ai acheté des ballons en forme d'animaux, tout pour l'aider à oublier sa peur. Je suis là, mon grand. Personne ne te fera de mal, lui murmurai-je quand il sursautait au bruit d'un camion. Petit à petit, il s'est ouvert, parlant de l'école, de ses amis, même de la grande maison de Clayton. J'ai peur de dormir seul dans ce lit immense. Ces mots m'ont serré la gorge, mais j'ai souri. Maintenant tu as tout. Tu es bien mieux loti. Quand le moment m'a semblé opportun, après quelques semaines de plus de rire et moins de sursauts, lors d'une promenade tranquille au bord de la rivière avec la brise fraîche qui soufflait, j'ai doucement abordé le sujet de Rory. Mason, ce jour-là à l'usine quand? Non, quand tu as vu Monsieur Rory, pourquoi avais-tu si peur? Le connais-tu? Ai-je demandé doucement, serrant sa main pour le rassurer. Au moment où j'ai mentionné l'homme, Mason est devenu pâle, tout son corps se raidissant instinctivement, sa prise se resserrant douloureusement, les yeux écarquillés de terreur comme si un sombre souvenir avait refait surface. Non, je ne veux pas parler de lui, a-t-il murmuré, la voix tremblante, le corps secoué de tremblement. Mon cœur battait la chamade. Je craignais d'avoir ouvert une profonde blessure. Je me suis immédiatement agenouillé et je l'ai serré dans mes bras. N'aie pas peur, mon fils. Je te protégerai toujours.
Personne ne te fera de mal à nouveau. Dis-moi, je promets de garder le secret. Je lui ai caressé le dos, parlant doucement, attendant qu'il se calme. Dans la peur et l'hésitation, Mason a finalement dit la vérité. La voix à peine un murmure. Rory. C'est lui qui m'a enlevé. Je me souviens de la cicatrice sur son front. Il m'a enfermé dans une voiture sombre. J'avais si peur. Il a éclaté en sanglots, s'accrochant à moi. Je suis resté figé, sous le choc absolu. Cet homme qui m'avait tourmenté était le monstre même d'il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté un instant, mon esprit tourbillonnant. Mason, es-tu sûr? Tu te souviens clairement? J'ai insisté doucement, la voix tremblante, lui caressant les cheveux. Il a hoché la tête avec une terreur indubitable. J'en suis sûr, oncle. La cicatrice en forme de croissant, la voix rauque. J'avais si peur. Ces mots m'ont glacé le sang. Chaque fois que Rory m'avait regardé avec mépris prenait maintenant tout son sens. Il avait peur d'être reconnu. Le jour même, j'ai immédiatement emmené Mason chez Clayton et je lui ai tout raconté. Nous sommes allés à son manoir, jardin luxuriant, grande maison. J'ai frappé le cœur battant, tenant fermement la main du garçon. Monsieur Clayton, j'ai quelque chose de très important à vous dire, ai-je dit gravement. Quand Mason, tremblant, a répété les détails, la cicatrice, la voix, le fait d'être enfermé dans le noir. Le visage de Clayton est devenu blanc de rage, les poings serrés sur les accoudoirs, bien qu'il se soit forcé à rester calme. Mon fils, était-ce vraiment lui? Papa va s'en occuper. Il a serré Mason dans ses bras, les yeux rouges, puis s'est tourné vers moi. Merci de l'avoir aidé à s'ouvrir. Il m'a montré un fichier audio secrètement enregistré que ses enquêteurs venaient d'obtenir. Une conversation à voix basse entre Rory et Amy capturée par surveillance. Dedans, Rory semblait paniqué. Amy, écoute. Je dois disparaître un moment. Ne demande pas pourquoi et ne le dis à personne. Si tu me fais encore confiance, fais tes valises et viens avec moi le plus tôt possible. Nous prendrons l'avion pour l'Europe ou ailleurs. Je ne veux pas aller en prison pour les vieilles histoires. En entendant cela, je suis resté paralysé. Tous les soupçons se sont confirmés. Son évitement, sa panique, tout avait maintenant une raison. Mon cœur battait la chamade, une sueur froide a éclaté. Mon Dieu, il est vraiment le kidnappeur. Clayton a expliqué que juste au moment de la disparition de Mason il y a plus de 2 ans, Rory avait soudainement pris un congé inexpliqué de l'entreprise pendant 3 semaines, correspondant exactement à la chronologie. Il a pris des vacances soudaines. 3 semaines, juste au moment où mon fils a disparu. Tout concorde. Clayton croyait que le mobile de Rory provenait d'une vieille rancune. Des années plus tôt, Clayton avait personnellement bloqué sa promotion, annulé une affaire majeure et l'avait sévèrement sanctionné pour fraude financière. Il me détestait d'avoir ruiné sa carrière. L'enlèvement n'était pas pour une rançon. C'était une vengeance insensée dirigée directement contre moi, voler mon fils pour me faire souffrir. Ces mots m'ont glacé. La profondeur de la méchanceté de Rory était terrifiante. J'ai réalisé que les préparatifs frénétiques de Rory pour fuir signifiaient qu'il était vraiment terrifié d'être démasqué et qu'il prévoyait de s'échapper. Il se prépare à fuir, ai-je murmuré, le cœur battant. Clayton a hoché la tête. Exactement. Une course silencieuse contre la montre a commencé. Celui qui est le plus lent perd la dernière chance de révéler la vérité. Clayton s'est levé et a appelé son avocat et ses enquêteurs. Nous devons agir vite. Il ne doit pas s'échapper. J'étais assis, tenant Mason, l'esprit tourbillonnant du drame, passant d'un technicien sans emploi au centre d'une affaire d'enlèvement. Mon cœur battait de peur pour le garçon alors que je murmurais, « N'aie pas peur, mon grand. Je te protégerai. » Mais à l'intérieur, la tempête se rapprochait. La course avait commencé, le temps pressait, et la vérité attendait d'être révélée. Avec la déposition complète de Mason enregistrée par l'avocat, sa voix tremblante mais résolue. Ainsi que le fichier audio secret, l'historique de localisation du téléphone de Rory et d'autres preuves. Clayton a tout soumis à la police pour rouvrir officiellement l'affaire d'enlèvement d'il y a 2 ans. Nous sommes allés au poste de police un matin brumeux. Mon cœur battait la chamade alors que Clayton remettait le dossier à l'officier en charge. Ce sont de nouvelles preuves. La disparition de mon fils il y a 2 ans. Le suspect est Rory Hay,
un directeur de mon entreprise. L'officier, un homme d'âge moyen avec une épaisse moustache, a parcouru les dossiers, les yeux se plissant. Nous prendrons l'affaire et enquêterons discrètement sur Roré en suivant la procédure. Ne dites pas un mot. Cela pourrait l'effrayer et le pousser à fuir. Nous avons quitté le poste. J'ai serré Mason plus fort, le cœur battant en pensant aux jours d'attente à venir. La police agirait-elle assez vite? Roré se douterait-il de quelque chose? Quelques jours plus tard, le premier signe est apparu. Roré a soudainement demandé un congé personnel prolongé. Son email à Clayton était bref. J'ai besoin de quelques semaines de congé pour des raisons familiales. Clayton m'a appelé immédiatement à son bureau, le visage sombre. C'est un signe clair qu'il se prépare à s'enfuir. Il sait que le vent tourne. Mon cœur battait de peur. S'il s'échappait, tout s'effondrerait. Mason vivrait dans la peur pour toujours. Clayton et moi avons réalisé que nous devions agir vite. Il a appelé son détective privé. Suivez-le de près. Signalez tout mouvement immédiatement. Les gens de Clayton ont suivi et ont rapidement rapporté. En quelques heures, Roré et amis se dirigeaient vers l'aéroport. Ils achètent des billets pour le Mexique, a murmuré l'enquêteur au téléphone. Clayton et moi avons sauté dans sa voiture et les avons poursuivis, mon cœur battant la chamade. Plus vite, nous ne pouvons pas le laisser s'échapper, a crié Clayton au chauffeur, agrippant le volant. En même temps, il a informé d'urgence la police de l'emplacement exact. Roré est à l'aéroport international. Il est peut-être en train de fuir. Nous sommes en route. La voiture a filé sur l'autoroute, la pluie tombant maintenant à verse, le pare-brise s'embuant de notre respiration anxieuse. À l'aéroport, le terminal bourdonnait de voyageurs traînant des valises, les annonces de vol résonnant au-dessus. Roré et amis faisaient la queue au comptoir d'enregistrement international. Lui en veste noire, les yeux balayant nerveusement les environs. Ami à côté de lui, bavardant sans se douter de rien. Au moment où Roré s'est retourné pour regarder derrière lui, il nous a repérés, Clayton et moi, nous frayant un chemin à travers la foule. Ses yeux se sont fixés sur nous, son visage s'est vidé de sa couleur, sa bouche s'est ouverte, ses mains tremblaient. Presque simultanément, des policiers en civil se sont rapprochés de plusieurs directions, se déplaçant rapidement pour les encercler. Réalisant qu'il était piégé, Orge a paniqué, la sueur coulant, les yeux fous. Il s'est retourné et a essayé de courir, bousculant les passagers, les valises tombant bruyamment sur le sol. Mais après seulement quelques pas chancelants, des officiers l'ont plaqué au sol. Un grand détective l'a immobilisé. Roré, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'enlèvement d'enfant. Il s'est débattu et a crié. Lâchez-moi. Je suis innocent. La foule a éclaté en chaos. Des cris, des téléphones levés, filmant tout. Ami est resté figé, le visage cendré, la bouche bée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'arrête-t-il? Elle a essayé de s'approcher, mais la police l'a retenue. Madame, restez où vous êtes. Alors que le mandat d'arrêt est lu à haute voix, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration illégale d'un mineur. Roré a lutté désespérément, niant toujours tout. C'est un coup monté. Vous vous trompez de personne. Lâchez-moi. Il s'est tortillé, a même mordu la main d'un officier, mais c'était inutile. Ils l'ont menotté et l'ont relevé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Amy a réalisé que l'homme en qui elle avait confiance était soupçonné d'un crime grave. Elle s'est effondrée au milieu du terminal, sanglotant de manière incontrôlable, les mains couvrant son visage. Non, ça ne peut pas être. Roré, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? La police l'a relevé. Vous devrez venir avec nous pour interrogatoire. Roré et Amy ont été emmenés sous le regard de dizaines de personnes chuchotant, pointant du doigt, enlèvement d'enfants? C'est horrible. Je suis resté à distance, observant en silence, le cœur battant. Finalement, il a été attrapé, mais la douleur de Mason restait. Clayton a posé une main sur mon épaule. Nous l'avons fait, Owen. Après son arrestation, Roré a été placé en détention pour enquête. Lors des premiers interrogatoires, il a obstinément tout nié. Je ne connais aucun gamin. Vous me piégez. Il ricanait dans la salle d'interrogatoire sombre, répétant son innocence. Mon cœur battait la chamade alors que Clayton me tenait au courant. Il est coriace, mais les preuves l'écraseront. Pourtant,
lorsque les preuves ont été présentées une par une, les données de localisation du téléphone correspondant au lieu de la disparition, les images de vidéosurveillance près du pont où Mason a été abandonné, les témoins qui l'ont vu conduire de manière suspecte près de la maison de Clayton, et l'identification positive de Mason. Rory a commencé à s'effondrer. Son visage a pâli, la sueur a coulé. Ce n'était pas moi. Lorsque l'enregistrement de lui et d'Amy a été diffusé, sa voix paniquée admettant « Le gamin m'a reconnu ». Rory s'est complètement effondré et a tout avoué. Oui, je l'ai fait parce que je détestais Clayton. Il a détruit ma carrière. Il a pleuré, la tête baissée. Le mobile a été confirmé comme une vengeance personnelle. Des années plus tôt, Clayton l'avait sévèrement sanctionné et avait bloqué son avancement pour fraude. Il voulait que je souffre comme il pensait que je l'avais fait souffrir en prenant mon fils et en l'abandonnant à son sort. A dit Clayton, la voix tremblante. Amy a été interrogée en tant que personne d'intérêt. Elle a sangloté. Je n'en savais rien. Il a juste dit que nous partions en vacances. Elle a été libérée après qu'il a été déterminé qu'elle n'avait aucune implication dans l'enlèvement. Le procès pour enlèvement a attiré une attention médiatique massive car il impliquait le fils d'un homme d'affaires de premier plan. Les journalistes se sont pressés devant le palais de justice, les flashs des appareils photo crépitants. J'étais assis dans la section des témoins, le cœur battant, tenant la main de Mason. Mon grand, aujourd'hui ta peur prend fin. Au tribunal, toutes les preuves ont été présentées publiquement. Le témoignage de Mason, les enregistrements, la vidéosurveillance, le passé de Orge. Devant les arguments irréfutables du procureur, l'accusé a enlevé un enfant par vengeance personnelle, causant un traumatisme grave. Rory a baissé la tête, a admis sa culpabilité et a accepté la sentence. Le marteau est tombé. Rory a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour enlèvement d'enfants et tentative d'évasion. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. À la fin du procès, Mason, Clayton et moi avons quitté tranquillement le palais de justice. Mason a serré ma main, n'ayant plus peur. Il a souri. Le méchant homme est parti. Oncle, nous sommes sortis au soleil. Mon cœur se sentait plus léger, mais toujours anxieux quant à l'avenir. La justice avait été rendue, mais les blessures avaient besoin de temps pour guérir. Nous sommes allés manger une glace. Mason courait en riant. C'est le plus beau jour de ma vie, oncle. Clayton a posé une main sur mon épaule. Merci d'avoir aidé mon fils à traverser la période la plus difficile. J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Je n'ai rien fait de grandiose. Je ne pouvais simplement pas le laisser seul. Il est ma famille depuis longtemps, aussi. Après le procès, ma vie a commencé à changer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Clayton, avec une profonde gratitude pour les 2 années où j'avais sauvé et protégé Mason, m'a promu chef du département technique de l'entreprise. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Il avait vu mes capacités et mon dévouement à travers des mois de travail acharné. Owen, tes compétences méritent ce poste, a-t-il dit lors de la réunion de direction, la voix chaleureuse et ferme. Je suis resté là, le cœur battant, incapable de croire à mes oreilles. Directeur, êtes-vous sûr? Je ne suis qu'un technicien. Clayton a souri. Tu ne répares pas seulement des machines. Tu as réparé la vie de mon fils. C'est pourquoi. Ma compétence et mon engagement ont rapidement gagné la reconnaissance du conseil d'administration et de mes collègues. Ils ont applaudi, m'ont félicité, et leur large soutien a dissipé ma peur et ma nervosité initiale. J'ai commencé à diriger l'équipe, à assigner des tâches et à résoudre des problèmes complexes. Ayant l'impression de vivre dans un rêve, le revenu stable et le nouveau statut ont progressivement amélioré ma vie. Salaire plus élevé, prime de performance. Je n'avais plus à compter chaque centime pour un repas. Bien que le travail soit exigeant, réunions, vérification de système, réparation d'urgence, je n'ai jamais manqué de prendre du temps pour Mason, comme si c'était une habitude inébranlable. Chaque soir, s'il appelait, oncle Owen, raconte-moi une histoire. Je laissais tomber mes rapports pour parler au téléphone. Le week-end, je venais le chercher. Nous allions sur les toboggans du parc, mangions des hamburgers à notre endroit préféré. Es-tu occupé, oncle, demandait-il, les yeux inquiets. Je souriais. Je laisserai tout tomber pour jouer avec toi, mon grand. Ces moments réchauffaient mon cœur, tout en le faisant encore battre la chamade.
Je craignais de perdre cette proximité si la vie changeait à nouveau. Un jour, alors que je révisais des rapports au bureau, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et mon cœur s'est arrêté un instant quand j'ai vu Amy debout là, le visage émacié, le maquillage cachant à peine les cernes sous ses yeux. « Owen, comment vas-tu » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis figé alors que des souvenirs douloureux refaisaient surface. La trahison, les insultes, la rencontre à la porte de l'usine. « Amy, qu'est-ce que tu fais ici » ai-je demandé froidement, agrippant fermement la porte. Elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait, trouvant des excuses sur le passé. « Owen, j'ai eu tort. J'étais aveugle. Rory, il m'a trompé. Je le regrette tellement. S'il te plaît, pardonne-moi. Pouvons-nous arranger les choses ? Recommencer ? » Ces mots ont fait battre mon cœur de colère et de chagrin. Pourquoi revenir maintenant que j'avais enfin trouvé la stabilité, mais j'ai fermement coupé tout contact, déclarant que ce mariage était terminé depuis longtemps et ne pourrait jamais être ravivé. Amy, il est trop tard. Tu m'as quitté, tu m'as humilié à plusieurs reprises, et maintenant tu veux revenir. Arrête de rêver. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, ça faisait mal. Amy est partie dans un remords tardif. Elle a pleuré. Owen, je suis désolé. Mais j'ai fermé la porte, je me suis détourné, les larmes coulant sur mon visage. Ce moment a fait battre mon cœur alors que je pensais au passé. La pardonnerais-je ? Non. J'avais appris à lâcher prise. Plus tard, avec un revenu stable, j'ai acheté un petit appartement confortable, 2 chambres, une petite cuisine, un balcon donnant sur la rue. Pour la première fois, après des années d'errance, j'avais vraiment un chez-moi. Debout dans le salon vide, mon cœur battait de joie et de peur. La joie d'avoir enfin un endroit, la peur de le perdre si j'échouais. J'ai décoré simplement. Des photos de Mason au mur, un canapé vieux mais confortable. Mason venait souvent, amené par Clayton, et je visitais aussi le manoir. Nous dînions ensemble, racontions des histoires, regardions des films. Notre lien est progressivement devenu une vraie famille durable. Owen, tu es comme un frère pour moi, a dit un jour Clayton en me tapant sur l'épaule. Mason m'appelait oncle Owen, mais murmurait parfois, papa, faisant battre mon cœur de bonheur. Les après-midi ensoleillés, nous nous promenions dans le parc, lui tenant nos 2 mains. J'ai 2 papas maintenant. Mon cœur battait la chamade. C'était une vraie famille, non pas par le sang, mais par l'amour. Plus tard, j'ai appris que mes parents biologiques étaient tombés dans la misère. Par une vieille connaissance, j'ai appris que leur entreprise avait fait faillite suite à de mauvais investissements, noyés sous des millions de dettes. Leur maison autrefois grandiose a été saisie par la banque. Ils ont tout vendu et ont déménagé dans une location exiguë et moisie en périphérie. Voisins bruyants, lutte constante. Ils sont tombés malades. Papa avec des douleurs articulaires, maman avec de l'hypertension, mais sans argent pour se soigner. La nouvelle a fait battre mon cœur, non pas de pitié, mais d'une tempête d'émotions. La colère de cette nuit pluvieuse. Ils m'ont jeté dehors, mais aussi de la tristesse parce qu'ils étaient toujours de mon sang. Un jour, on a sonné à la porte. J'ai ouvert pour trouver mes parents debout là, vêtus de vieux vêtements, les yeux rouges. « Owen, mon fils, pouvons-nous parler » a murmuré papa, la voix tremblante. Ils ont parlé de leurs problèmes, ont invoqué les liens du sang, espérant que je m'adoucirais. Mon fils, nous savons que nous avons eu tort. Nous n'avons vraiment personne d'autre vers qui nous tourner. Nous sommes une famille. Aide-nous juste cette fois, a pleuré maman. Nous sommes une famille, Owen. Ne nous abandonne pas, je les ai regardés longuement, le cœur battant alors que les souvenirs revenaient. Les insultes, la porte claquée sous la pluie. Puis j'ai pris la main de Mason. Il était en visite, s'accrochant à moi, et j'ai dit qu'il était ma seule vraie famille maintenant. Maman, papa, la seule famille que j'ai, c'est ce garçon. Il est resté avec moi quand j'ai tout perdu. Quand vous m'avez jeté dans la tempête. J'ai catégoriquement refusé de les aider et leur ai demandé de partir. Je ne peux pas vous aider. Vous m'avez rejeté. Maintenant, je vis ma propre vie. Ils ont pleuré et supplié, mais j'ai fermé la porte, le cœur serré. À partir de ce moment-là, ils ont vécu dans la pauvreté et la maladie. Papa hospitalisé pour ses articulations. Maman travaillant comme femme de ménage.
La nouvelle s'est répandue parmi les parents et les voisins sur la façon dont ils m'avaient cruellement chassé cette nuit pluvieuse. Ils ont fait face au mépris et à l'isolement. Ils le méritent. Sans cœur envers leur propre fils. J'ai complètement lâché le passé douloureux pour vivre pleinement le présent. Pas de haine, seulement de la libération. Un après-midi dans le parc, j'ai regardé Mason courir librement sous le soleil, son sourire pur et sans ombre. Il chassait les papillons en riant joyeusement. À ce moment-là, j'ai repensé à tout le voyage, des profondeurs du désespoir à aujourd'hui. Chômage, trahison de ma femme, abandon par mes parents, errance avec Mason, rencontre avec Clayton, l'affaire Roray. Mon cœur battait d'émotion. Comment avais-je survécu à tout cela? J'ai réalisé que même trahi et abandonné par mon propre sang, je n'avais jamais perdu ma gentillesse. Et cette même gentillesse m'a conduit à la vraie famille de ma vie. Mason. J'ai compris que ceux qui sont à vos côtés dans les moments les plus difficiles sont votre vraie famille. Le sang sans humanité n'est qu'un nom vide. Et mon conseil à quiconque a été là où j'étais autrefois, le karma existe toujours. Ceux qui font le mal paieront le prix tôt ou tard, tandis que ceux qui vivent avec gentillesse trouveront, de la manière la plus inattendue, la lumière et le bonheur à nouveau. Quand Mason est revenu vers moi en courant à travers le parc, m'a sauté au cou et a murmuré un doux mais complet « Papa ». J'ai su qu'à travers toutes les tempêtes que j'avais endurées, le plus grand trésor que j'avais gagné n'était pas le statut ou l'argent, mais un fils de tout mon cœur. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je le serrais fort. Je t'aime, mon fils. Ma vie avait enfin trouvé la paix.